Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, ravi de vous retrouver pour les informations de ce 18h. À l'occasion du mois béni de Ramadan, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, dans le cadre de son opération Ramadan, a offert 100 sacs de sucre de 50 kg à la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali. C'était ce dimanche 22 février 2026 au siège de l'organisation sous l'impulsion de M. Moussa Mara, PCA de la dite fondation. Voyons ensemble. Malgré l'absence du président du conseil d'administration de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, la tradition a été bel et bien respectée par les membres de la dite fondation. Dans le cadre de son opération Ramadan, à travers cet élan de solidarité au profit de ceux qui sont dans le besoin, les responsables de l'Alimama, organisation islamique qui joue un rôle indispensable dans notre pays, reçoivent ce don avec enthousiasme. C'est une activité humanitaire qu'on a l'habitude de faire depuis plus d'une dizaine d'années. Moussa Mara a compris que le mois de Ramadan est un mois de partage. Et cette activité se fait il y a plus d'une dizaine d'années. Cela témoigne un peu de la constance de l'homme et de sa capacité à tenir parole, ce qui est important chez un leader. Quelles que soient les circonstances, tant qu'on peut continuer à honorer ses engagements, il faut le faire. Et Moussa Mara, il montre l'exemple à travers cela. Il le montre à travers ce don de 100 sacs qu'il fait chaque année depuis plus d'une dizaine d'années. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne pouvons que prier pour lui. Il a insisté pour que l'activité continue. Même s'il n'est pas là, il est de cœur avec nous et nous continuerons à perpétrer ses actions. Les membres de la Limama ont exprimé leur gratitude envers le président de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement avant de formuler des bénédictions à son égard. Une cérémonie désormais traditionnelle entre El Hadj Moussa Mara et la Limama. Nous sommes au moins à plus de 10 ans de relation, sinon plus. Et nous n'avons pas de mots pour vraiment le remercier pour ce geste humanitaire d'une importance capitale en ce mois béni du Ramadan. Et on lui fait des bénédictions pour qu'Allah le rétribue à plus du centuple. Débutée par la sourate Fatiha, cette activité avait enregistré la présence effective des responsables de l'aliment. La baisse des niveaux des élèves est un problème complexe lié à plusieurs facteurs, notamment le manque de moyens pédagogiques, un suivi parental insuffisant, l'influence des réseaux sociaux, entre autres. Dans le souci de remédier ce problème, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des acteurs clés de l'éducation. Plus de précisions avec Korotoum Diabaté et Abdoulaye Sorodogo. De nos jours, le système éducatif devient de plus en plus préoccupant, dû à la baisse des niveaux des élèves. Entre le manque de suivi parental, le manque de lecture, les réseaux sociaux, l'inscription tardive des enfants, le pléthore dans les classes, plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. On a tendance à voir aujourd'hui que les enfants sont inscrits très jeunes, souvent en première année, même 3 ans, 4 ans. Donc ça, c'est un premier facteur. Donc le deuxième facteur, on pourra dire également que les élèves ne lisent plus. Donc vous pouvez trouver un enfant malien qui va de l'école jusqu'à la fin de ses études, il ne lit pas 2 livres entiers. Donc ça, c'est un gros problème. Donc il faut qu'on revienne à la lecture. Et en troisième position, moi, je dirais que les parents ont baissé les bras. Les parents ont baissé les bras. On ne regarde plus les cahiers des enfants, on ne leur fait plus répéter à la maison. Donc ce sont ces différents facteurs qui font que le niveau est en train de baisser considérablement. Donc, pour y remédier, moi je pense qu'il faudrait d'abord revoir l'âge de scolarisation de l'enfant. Un enfant ne peut pas aller à l'école classique à partir de 4 ans, 3 ans. Aussi que les parents regardent, veillent sur les dossiers scolaires des enfants, sur leurs devoirs et tout ce qu'ils font. Donc moi je pense que si on faisait cela et on les faisait lire également, c'est à travers la lecture qu'on peut découvrir le monde. Donc la lecture est un moyen essentiel pour rehausser le niveau des enfants. À leur tour,
Certains de nos interlocuteurs invitent les parents d'élèves à suivre de près les élèves et étudiants avant de proposer quelques pistes de solutions aux établissements d'enseignement afin de rehausser le niveau des élèves et étudiants. Et à notre niveau, nous avons classé le problème en 3 niveaux. D'abord, la première, c'est la responsabilité des parents. Nous avons compris dans ces derniers temps qu'une fois que les enfants arrivent au niveau du lycée, que les parents pensent que lui, son suivi est arrivé à bon port. Ils pensent que déjà l'enfant est mature et du coup, le minimum de pression que les parents font par rapport sur les enfants, les parents ne font plus ça. C'est ce qui fait que réellement, tant qu'on ne suit pas les enfants de 15 ans, de 13 ans, de 14 ans, ils abandonnent complètement. Donc tout ce qui est condition d'amélioration du niveau des enfants, tout ce qui est conditions d'apprentissage des enfants, vous allez voir que ces conditions ne sont pas réunies. Et l'autre volet qui s'ajoute un peu à ça, c'est le pléthore dans les classes. Vous allez vous rendre compte encore une fois de plus que dans certaines écoles second cycle, ou tout premier cycle, il y a le pléthore. Des effectifs de 100, de 120, et face à un seul professeur, je pense que c'est vraiment, le professeur se trouve un peu incapable d'encadrer tout ce beau monde-là. C'est ce qui fait que réellement, il y a des gens qui échappent à son contrôle. S'il faut qu'un professeur encadre jusqu'à 100 élèves, jusqu'à 200 élèves, c'est vraiment compliqué pour lui. En ce qui concerne nous, Toubacoro, les écoles Toubacoro, nous avons envisagé un certain nombre de mesures, parmi lesquelles nous pensons réellement, et nous avons vu ces résultats-là. Nous avons procédé tout de suite avec l'aval du directeur général. Nous avons pris une décision d'interdire l'utilisation du téléphone dans notre établissement. Nous avons complètement interdit le téléphone. Nous avons compris que réellement, tant que les enfants n'utilisent pas le téléphone à l'école, ils se donnent au travail. Et quand les enfants amènent le téléphone à l'école, c'est le contraire. Et l'autre mesure qu'on a réellement ajoutée à ça, c'est les mesures de contrôle. Nous avons mis en place un système dans lequel, tous les jours, sans exception, nous faisons l'appel en ce qui concerne la régularité des enfants. Voilà. Et la troisième mesure qu'on a vraiment troisième décision qu'on a prise pour qu'on puisse relancer le niveau des enfants, c'est les cours de rémédiation. Vous allez comprendre qu'à Toubacoro, chaque année, une fois que nous partons en congé, tous les élèves moyens, sans exception aucune, nous organisons des cours de rémédiation pour eux. Et cette année, le nouveau volet qu'on a ajouté un peu à ça, cette année, nous avons décidé, c'est pas d'aller en congé, dès maintenant, dès ce mois de février, nous avons mis en place un système de cours qu'on appelle les cours de médiation. Il faut aussi inciter les enseignants vraiment à aimer ce métier-là, à aimer l'enseignement. Et les enfants aussi à aimer, et les parents qui aiment comment pousser leurs enfants à bien travailler et à bien étudier. Parce que tu trouveras qu'il y a des enfants qui viennent, tu trouveras qu'ils n'ont même pas mangé. Tu trouveras que des enfants n'ont même pas les moyens pour subvenir aux fournitures scolaires de leurs enfants. Il faut aussi aimer, il faut que les enfants aiment travailler, aiment venir à l'école, étudier. Cependant, il est nécessaire que tous les acteurs de l'éducation, y compris parents d'élèves, élèves et étudiants, s'impliquent davantage dans l'apprentissage afin de rehausser le niveau des apprenants. Le président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Laquelle tournée devrait le conduire dans plusieurs localités. Commentaire de Abdulkarim Sakon. La première étape de la tournée du président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale a concerné Bata, la capitale. La communauté malienne a eu l'honneur de recevoir le représentant diplomatique de la République du Mali lors de cette rencontre. Les échanges ont porté notamment sur l'état actuel du pays et les compatriotes ont fortement exprimé leur soutien aux efforts des autorités du Mali pour la stabilité. Nous sommes conscients des difficultés que traverse actuellement notre pays. Nous comprenons les contraintes du contexte national et les efforts qui sont demandés à tous. À ce titre,
Nous tenons à rassurer que les Maliens de la diaspora restent solidaires et apportent leur soutien aux autorités de la transition pour la stabilité et la refondation du Mali. Les Maliens en Guinée équatoriale unissent leurs forces pour soutenir les femmes avec un don impressionnant. Nous sommes convaincus aussi des acquis de la transition et témoins des nombreuses réalisations des autorités maliennes de transition. Nous estimons toutefois qu'il faut accorder plus de temps à ces autorités pour mener à bon port le bateau Mali. La présence de l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale a été fortement saluée par le Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale. Quant au diplomate, il s'est réjoui de l'appréciation que les autorités équato-guinéennes lui ont présentée sur la communauté malienne en parfaite conformité avec la loi de ce pays. J'ai été vraiment heureux d'apprendre de la part des hautes autorités de cette province que vous vous portez bien et que vous avez la meilleure appréciation possible. J'étais étonné même de voir que le gouverneur connaît presque tout le monde, même ceux qui viennent des provinces il les connaît et il ne cesse de me dire vraiment quel est leur comportement. Alors donc vous savez que si vous vous comportez mal, il le saura aussi. Et il va me le dire. Le président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale en a profité pour remettre aux femmes un important lot composé de chaises, de marmites, des bâches ainsi que des tableaux de reconnaissance. À présent, place à l'actualité à l'international commentée par El Hamidou Badini. Nous ouvrons ce tour d'horizon de l'actualité par le Niger. Après la nationalisation de la Somaer par les autorités, le groupe français Orano plaide désormais pour un règlement négocié. Une crise qui pose la question du contrôle des ressources stratégiques en Afrique et de la sécurité énergétique de l'Europe. Vendredi, le directeur général du groupe a publiquement plaidé pour l'ouverture de discussions afin de trouver une issue négociée aux différends qui opposent les deux parties autour de l'exploitation de l'uranium nigérien. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre Niamey et Paris après la rupture des accords miniers et la nationalisation de la société minière Somaer, principale entité d'extraction d'uranium du pays. L'uranium extrait au Niger alimente en partie le cycle du combustible nucléaire français. La France tire environ 65 à 70% de son électricité du nucléaire, un des taux les plus élevés au monde. Le Niger figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'uranium. Selon les données de la World Nuclear Association, le pays se situe régulièrement dans le top 10 mondial, avec une production oscillant ces dernières années entre 2000 et 3000 tonnes d'uranium par an. Le Sénégal durcit les sanctions contre l'homosexualité et son apologie. Le projet adopté en Conseil des ministres le 18 février prévoit d'alourdir les peines prévues pour les personnes reconnues coupables d'actes contre nature et de les étendre à tous ceux qui se rendraient coupables d'apologie des relations homosexuelles. Les peines de prison seront doublées pour atteindre 10 ans et les amendes être portées à 10 millions de francs CFA contre seulement 1,5 million actuellement. La grande innovation de ce projet de loi réside dans l'extension des poursuites aux personnes et organisations accusé de faire la promotion de l'homosexualité. Le ministre de la Culture, Amadou Ba, a été explicite sur ce point. Toute entité encourageant la culture LGBT à travers le cinéma, la télévision, l'écrit ou tout autre support de propagande sera passible de sanctions. Cette mesure vise directement les ONG et les réseaux militants actifs sur le terrain des droits humains. Toutefois, pour éviter les dérives et les règlements de comptes personnels, le texte introduit un garde-fou contre les dénonciations calomnieuses. L'administration américaine est prête à entamer une nouvelle série de pourparlers avec les représentants iraniens à Genève le 27 février,
Si Téhéran fournit une réponse détaillée aux propositions américaines concernant le programme nucléaire de la République dans un délai de 48 heures, a rapporté Axios. La source indique que les États-Unis et l'Iran pourraient également discuter de la possibilité d'un accord intérimaire avant la conclusion d'un accord nucléaire complet. Le site web souligne qu'il s'agit probablement de la dernière chance que le président Trump donnera à l'Iran avant de lancer une opération militaire américano-israélienne massive qui pourrait cibler directement le guide suprême Ali Khamenei. Une nouvelle série de négociations entre l'Iran et les États-Unis en vue de résoudre la crise liée au programme nucléaire iranien s'est tenue le 6 février à Oman. La délégation iranienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères, tandis que la délégation américaine était dirigée par l'envoyé spécial du président, Steve Witkoff. Le 17 février, le deuxième cycle des négociations sous l'égide d'Oman entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire iranien s'est tenu à Genève. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, les parties sont parvenues à un accord sur plusieurs points susceptibles d'être intégrés à un projet d'accord sur le programme nucléaire. En collaboration avec l'excellent gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, nous allons envoyer un grand navire hôpital au Groenland pour soigner les nombreux malades qui n'y reçoivent aucun soin. Il est en route, a déclaré le président américain Donald Trump sur son compte Truth Social Network. Le 21 décembre 2025, Trump a nommé Jeff Landry gouverneur de Louisiane, envoyé spécial des États-Unis pour le Groenland. Suite à sa nomination, Landry a déclaré sur la plateforme médiatique X qu'il cherchait à placer l'île sous contrôle américain. Cette déclaration a provoqué un scandale diplomatique à Copenhague, incitant le ministère danois des Affaires étrangères à convoquer l'ambassadeur américain Kenneth Houry. Le 13 mars 2025, Trump a déclaré que les États-Unis annexeraient le Groenland, territoire autonome du Danemark. Le 4 mars, il avait affirmé qu'il approuverait la décision des Groenlandais de rejoindre les États-Unis. Le président américain a déclaré à plusieurs reprises que le Groenland devrait faire partie des États-Unis. Il a menacé d'imposer des droits de douane élevés au Danemark si ce dernier ne cédait pas l'île. Dès son premier mandat, Trump avait proposé de racheter le Groenland, offre rejetée par le Danemark et le Groenland. Les agences de renseignements américaines estiment que la Chine développe une nouvelle génération d'armes nucléaires et a déjà procédé à au moins un essai dans le cadre du processus de modernisation de son arsenal nucléaire, a rapporté CNN, citant des sources anonymes. Selon ces sources, les investissements accordés dans l'arsenal nucléaire permettraient à la Chine de disposer de capacités techniques qu'aucune des puissances nucléaires dominantes ne possède actuellement. La Chine a secrètement procédé à un essai nucléaire explosif en juin 2020 sur le site de Lop Nur, dans le nord-ouest du pays, malgré un moratoire auto-imposé sur ce type d'activité en vigueur depuis 1996 et prévoyait d'en faire d'autres à l'avenir selon des sources et de récentes déclarations de responsables américains, a indiqué CNN dans son reportage. Les éléments de preuve recueillis lors d'un examen ultérieur de l'événement de juin 2020 ont conduit les responsables américains à conclure que l'essai était motivé par la volonté de la Chine de se doter d'armes nucléaires de dernière génération, a poursuivi la chaîne de télévision américaine, citant
des sources proches du dossier. Page noire de ce journal. La ville natale de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara est endeuillée par le rappel à Dieu de Bakary Haïdara, communément appelé Bayaré, à 66 ans. Décès survenu vendredi 20 février 2026. Ces obsèques se sont déroulées le samedi 21 février à Tamani en présence des parents, amis et collaborateurs venus des environnements de Tamani. Nos envoyés spéciaux Sadio Sidibé et Bouya Diagali Koulibaly. Peu importe le nombre de vies terrestres pour un individu, l'âme s'éteindra un jour. La famille chérifienne de Tamani est en deuil par la disparition de l'un de ses fils. Il s'agit notamment de Bakary Haïdara, communément appelé Bayaré, décès survenu dans la nuit du vendredi à samedi 20 février 2026 à Bamako. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 21 février 2026 à Tamani, où il repose désormais aux côtés des ancêtres, amis, parents, collaborateurs. Tous sont venus lui rendre un dernier hommage. L'homme qu'il était de son vivant, ses qualités sociales, religieuses et humaines ont été louées par ses frères. Bayaré était sociable, admirable et très religieux. Moi, je suis le grand frère aussi du défunt, Le défunt de son vivant, sa disponibilité, il était disponible, il était là entre les parents pour unir les parents. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Il incarnait l'unité, l'unité de la famille. Il était une personne sociable seulement, sociable, admirable aussi. Il n'avait pas de problème. Bayaré était l'un des jeunes frères du guide spirituel des Ansar, Seydou Cherif Ousmane Madani Haïdara. Depuis l'annonce de son décès, Seydou Cherif Ousmane Madani Haïdara a pris toutes les dispositions nécessaires afin que ses obsèques se passent dans de meilleures conditions. Par ailleurs, avant son décès, il a été d'abord hospitalisé à Bamako grâce à l'intervention de son grand frère, Seydou Cherif Ousmane Madani Haïdara. Pendant plusieurs mois à l'été, ses soins n'ont jamais cessé un seul jour. Seydou Cherif Ousmane Madani Haïdara, en déplacement en Côte d'Ivoire lors de son décès, a immédiatement diligenté une équipe pour venir coïncider avec l'animation de son jeune frère à Tamani. Il était très religieux, c'est pourquoi le grand frère l'a envoyé à la Mecque d'ailleurs. Il est parti à la Mecque parce que Cherif Ousmane Madani Haïdara l'a envoyé à la Mecque. Ça c'était dû parce qu'il aimait l'islam. On a le cœur brisé seulement, on est endeuillé, c'est tout, on est endeuillé. Il est né en 1960, donc moi je suis plus âgé que lui de quelques mois seulement. Moi je suis de 59, fin 59, mais lui il est de 60. Que la terre lui soit légère. Bakary Haïdara, communément appelé Bayaré pour ses parents, est décédé à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui 5 enfants et 2 veuves inconsolables. Bayaré, que la terre vous soit légère. Amin. Nous implorons le Tout-Puissant Allah pour qu'il lui fasse miséricorde. Et c'est ainsi que prend fin ce rendez-vous de 18h. Merci pour la constante fidélité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme à tous.